Voilà, c'est parfait. Et voilà. Oh, trop bien. Attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là, Thomas? Ben, un mur anti-bruit, Alex. Je viens d'apprendre que les travaux ils étaient prolongés, ça a duré jusqu'au 15 novembre, ils ont le marteau-piqueur. J'en peux plus de leur bruit, donc moi je fais un mur anti-bruit et je profite de ça. Mais tu fais un mur anti-bruit avec des boîtes de 10 cents? Ah oui, mais t'as vu le mastoc que c'est? On dirait des parpaings de 12, sans déconner, ça va être super agréable quoi. Non mais attends, parce que là, ils font comment les gens maintenant pour rentrer? Ah ouais, t'as raison. Ah oui, on sait. Oh, je suis tellement fatigué par ce bruit de marteau-piqueur, Alex. Je peux plus. Ah, téléphone. Jeune écart Bordeaux, bonjour. Non, il n'y a plus de booster Pokémon. Coucou tout le monde. Eh ben non, c'est pas Alice qui est trop souffrante pour faire cette vidéo. Coucou Alice, rétablis-toi bien. Et c'est votre serviteur, et c'est Alex derrière la caméra. Oui. Comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire. C'est vrai. Comme au tout début de cette vidéo du vendredi qui a commencé sur Facebook et qui continue sur YouTube. Et que, on vous le dit toutes les semaines, mais voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre et à commenter. Donc merci beaucoup, ça donne du sens à ce qu'on fait et ça donne du sens à ce travail sur la chaîne. Voilà, les présentations étant finies, Alice, même si elle a été malade, hier elle ne l'était pas et elle avait un peu anticipé et donc elle a fait une super vidéo pour vous présenter en exclusivité le jeu Petit Peuple, le jeu qui sortira chez Bombix, on va dire le prochain gros jeu de chez Bombix. Et si vous connaissez Bombix, si vous connaissez ce qu'ils ont fourni sur Lueur, sur Codex Naturalis, sur Nicodemus, le prochain beau gros jeu de chez Bombix, donc le prochain coup de cœur d'Alice, évidemment. Ça, c'est à la fin de la vidéo, vous pouvez y aller directement grâce au timecode ou alors nous suivre dans cette présentation de cette semaine qui est beaucoup moins chargée que la semaine dernière. Oui. Donc je pense qu'elle va être dans des timings qui vont être plus agréables pour vous si vous n'aimez pas quand ça dépasse l'heure. Et si je continue à parler, ça va dépasser l'heure. Oui. Donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. On est encore beaucoup dans le roll and write ou le flip and write plutôt même si vous voulez. Puisque hop, la semaine dernière je vous disais que ça allait arriver, cartographeur, tout se casse la figure. Oui. Et bien cartographeur est arrivé, voilà, avec un petit peu de retard, le colis était manquant. Et il a été déposé le lendemain de la vidéo. Donc cartographeur est là, donc pour ceux qui connaissent, c'est donc le jeu de dessin un petit peu avec des formes géométriques où on va cartographier un paysage. Donc il y a une petite histoire, il y a un petit côté un peu narratif comme ça. On va essayer de trouver les bosquets, on va essayer de trouver la montagne sacrée et puis on va surtout essayer de répondre aux objectifs. Donc c'est comme le cartographeur Heroes que je vous ai présenté la semaine dernière, sauf que c'est une autre boîte qui peut se coupler aux Heroes et qui peut également s'enrichir de l'extension que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc avec les trois boîtes, vous avez l'intégrale cartographeur. Alors, le mur d'Adrien. Comment dire, c'est un roll and write, c'est un, voilà, un jeu à cocher on va dire, hein, puisqu'il a des cartes, il a des ressources, il est très lourd. Il y a un côté, comme dans Welcome to Las Vegas, vous allez avoir deux feuilles, alors c'est très tableau Excel hein, comme tu disais Alex, oui. C'est très fourni, impossible de vous dire comment ça joue parce qu'honnêtement c'est arrivé aujourd'hui à la dernière minute et ce que je sais, ce que j'en ai vu, c'est que c'est un jeu pour experts du roll and write. En gros si vous jouez à Demeter, dites-vous que Demeter c'est Quicks à côté, voilà, voilà Quicks ou Quinto ou ce que vous voulez. Donc ça, Mur d'Adrien, c'est plus comme Rum and Roll que certains d'entre vous avaient beaucoup apprécié parce qu'on l'avait bien vendu finalement, Rum and Roll. Donc le Mur d'Adrien est arrivé au magasin. Attention, les quantités sont très limitées. On était limité par Pixie Game à seulement 6 boîtes. Alors vous nous connaissez, on a pris 6 boîtes, mais ça part déjà un petit peu. Donc voici le Mur d'Adrien pour les amoureux du roll and write exigeant avec plein de choix et maintenant de la gestion de ressources en bois et des cartes qui vont vous permettre de cocher sur votre plateau. Oui, voilà. est-ce que tu peux juste préciser l'auteur qui nous a donné cette énorme boîte? Bobby Hill, il était malade. C'était Bobby Hill, exactement. Et c'est un jeu donc qui se joue, tu as raison, parce que j'oublie souvent, de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Yes. Voilà, c'est un jeu expert, hein. Enfin, même si le terme est des fois galvaudé, mais là, pour là, non, il faut quand même bien aimer se triturer le cerveau. Hein. Oui. Moins expert, mais toujours flip and write, et encore moins expert. En tout cas, le jeu va vous prendre au début de votre initiation de jeu flip and write et va vous amener au cours de 8 aventures à quelque chose de beaucoup plus corsé. Voilà, welcome to the Moon. Il était très attendu, c'est le dernier de la trilogie, le jeu de Benoît Turpin, et cette fois-ci Alexis Allard. Alors Alexis Allard, il s'était rajouté sur le projet Welcome
tout, puisqu'il avait fait les versions solo de Welcome. Très bien. Et là, il est carrément crédité sur Welcome to the Moon parce qu'il y a une excellente version solo dans Welcome to the Moon, ça c'est sûr, avec une IA très intelligente, différents adversaires et toujours des règles spéciales pour l'IA en question. Donc c'est en ça qu'est crédité Alexis Allard. Sans ça, c'est toujours le projet de Benoît Turpin, évidemment, qui l'a poussé alors là, vers l'infini et l'au-delà, j'ai envie de dire. Puisque... Alors là, on voit quand même les petits reflets sur la feuille, donc du coup, je suppose que c'est plus du papier là. Et non, Ils ont c'est plus du abandonné papier, c'est pour écrire, hein. Je vais faire des petits dessins comme ça, voilà. Et puis on va effacer ça proprement avec, hop, le petit sopalin. Voilà. Ouais. Et donc, ça c'est chouette, hein, parce que pas de feuilles, évidemment, puisqu'il y a 8 feuilles, en fait 4 feuilles recto verso par joueur. Ça peut se jouer en mode un petit peu campagne, même beaucoup campagne. Hein. Une campagne très scénarisée avec de l'écriture, comme un livre dont vous êtes le héros, avec des cartes à débloquer, parce que dans la boîte qui... elle aussi pèse lourd pour un roll and write, eh bien vous allez avoir des cartes cachées dans des boîtes, etc., que vous allez révéler en fonction de vos aventures. Pour revenir au principe du jeu, c'est comme Welcome, hein, c'est-à-dire vous avez des paquets de cartes, hein, vous avez un paquet de cartes avec des chiffres, voilà, et des actions. Vous allez à chaque fois flipper les cartes comme ça pour révéler de nouveaux chiffres avec de nouvelles actions et associer un chiffre à une action. Pour le premier scénario que je vous ai expliqué, les autres, je vais vous dire comme ça que ça va vraiment évoluer. Mais là, on va essayer de faire décoller la fusée parce que l'histoire, c'est l'humanité qui quitte la Terre et qui va aller coloniser la Lune. Et on voit que les symboles, en fait, rejoignent des lignes de comment dire, j'ai oublié le nom, des zones, en fait. Des zones, exactement, c'est bien dit, Alex, des zones, des compartiments, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, des compartiments de votre fusée qui vont être plus ou moins grands. Et donc, toujours dans Welcome, quand vous avez un compartiment, vous devez écrire les chiffres du plus petit au plus grand. Vous pouvez sauter des chiffres de temps en temps, et quand vous avez fini une ligne, un compartiment, vous pouvez valider tous les bonus qu'il y a dans ce compartiment. Donc il y a un petit côté très futé, très agréable. Donc là on est sur un jeu vraiment en prise en main très facile, avec ce petit côté comme très futé qui est qu'on va ici déterminer dans quel tempo on finit les compartiments. Je vous explique pourquoi. Parce que tu vois ici, tu vas pouvoir avoir le bonus de cocher 3 fusées, donc ici 1, 2, 3, puisque le but c'est de cocher toutes les fusées pour faire décoller ta fusée, puisque c'est l'objectif principal. Mais si au préalable tu as colorié cette flèche qui pour l'instant est transparente et donc n'est pas valide, tu pourrais avoir 3 fusées supplémentaires. Et tu vas aussi avoir de l'interaction parce que tu vas mettre 2 petits échecs comme ça sur les feuilles des autres joueurs qui vont devoir mettre des échecs dans leurs feuilles et devoir retarder leur décollage de fusée, puisqu'il faudra cocher d'abord les échecs avant de cocher les fusées. Donc ça c'est un petit peu le côté interaction qu'on aime bien aussi. Et ces petites flèches là, ces petites flèches transparentes, tu aurais pu la colorier en finissant ce compartiment là, qui te donnait le droit de faire une croix, donc peut-être croix qui te finirait un compartiment, donc tu vois le côté rebond à la très futée, mais aussi de colorier une flèche qui est transparente, et donc de valider le bonus associé. Voilà, ça c'est le truc de base, et donc ça va se jouer avec les cartes comme ça, mais après on va avoir des voyages dans l'espace, on va créer ces segments, on va aussi amener ces robots dans les stations orbitales pour aller récupérer des plantes. Enfin, je vais pas tout vous divulgacher comme on dit. Là, on va avoir un petit côté très Lucky Numbers où on va devoir mettre les lignes et les numéros en ligne et en colonne et que tout ça se suive pour valider des objectifs. Voilà. Enfin, après, il va se passer des choses dans votre aventure sur la planète de la Lune. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Soit en campagne, et c'est très scénarisé et il y a eu un très gros boulot d'écriture proche d'un livre dont vous êtes le héros, soit on se fait lequel en fait, hein, puisque en fait si on va par là, on a 8 roll and writes, enfin flip and write différents dans cette boîte. Alors le prix est un peu conséquent, on va le dire pour que les gens soient pas surpris, on est sur 37 €, mais quand on voit tout le matériel et tout le travail qu'il y a eu, ça se comprend, voilà. Comme le mur d'Adrien en fait, qui était à 45. Ouais, exactement, donc c'est du gros boulot, voilà, puis c'est là aussi il faut se dire qu'on n'achètera plus des recharges pour ces feuilles, donc ça c'est de l'économie. Et c'est vrai que ce qu'on se disait avec ces jeux là comme Trek 12, c'est que on a un côté scénarisé sur du roll and write, et ça c'est tout à fait novateur, et c'est un peu dingue de voir tout ce travail qui a été fait par les créateurs de jeux, donc Bruno Catala et Corentin Lebras et Benoît Turpin pour Welcome to the Moon, c'est-à-dire d'arriver à scénariser, d'arriver à raconter une histoire. Tu vois, si on t'avait dit que tu jouerais à Yams et que tu aurais une histoire là-dessus, c'est un peu dingue, et là c'est là qu'on voit toute l'évolution du jeu de société et des mécaniques ludiques. Voilà, ça c'était mon petit aparté sur le flip and write. Maintenant on va passer à Jardin Anglais. Jardin Anglais, alors c'est un jeu brainy, comme on peut dire. Là, on n'a pas pu le développer comme il doit l'être, mais on a des très jolies cartes. Vous allez faire votre jardin anglais, voilà. Des cartes qui ont surtout des symboles, c'est ça qui va compter, ce symbole-là, sa couleur, et aussi ici ce qui l'amène dans votre jardin. Voilà. On a des objectifs.
Voilà, tous différents, meilleur élément artificiel, et là des conditions, on va dire, hein, un peu comme dans Canva que vous a présenté Antoine il y a une semaine, les trophées, le trophée Peter Pittles, chaque symbole comme ça me rapportera 3 points de victoire, et on a son petit village, puisque c'est un concours de jardin anglais, donc c'est très apaisé comme jeu, et on va faire une espèce de carré, comme ça, hein, tu m'arrêtes parce que j'y ai joué, tu y as joué aussi, hein. Oui, bien sûr. On va faire une espèce de carré, où au début il y aura vos objectifs en haut, comme ça, par 3, et vous allez pouvoir en rajouter pendant la partie dans le côté, comme ça, et au centre, vous allez poser les cartes de votre jardin anglais, et il faudra que les cartes que vous posez aient un lien avec les objectifs qui sont dans la ligne ou dans la colonne. Bien sûr. Et dans la ligne et ou dans la colonne, c'est encore mieux, parce que là, tu vois, j'ai un objectif là, un objectif là. Si je pose une carte là, eh ben, c'est bien qu'elle ait un rapport avec ça et qu'elle ait un rapport avec ça aussi. Complètement. Voilà. Et déjà, vous allez dire, ça, c'est déjà sacrément balèze. Mais en plus de ça, le gars là, monsieur Pierre Sylvester, il a dit, en plus, vous aurez des contraintes de pose. C'est-à-dire que quand vous posez une carte, si vous voulez poser une carte adjacente à cette carte-là, il faut qu'elle ait un symbole en commun ou une couleur en commun. Oui. C'est-à-dire que ça, non. Parce que c'est violet et c'est pas le même symbole. Donc ça oui parce que c'est jaune, ça oui parce que c'est jaune, et ça aurait pu être aussi le petit triangle d'une autre couleur. Voilà, exactement. Je trouve pas, mais voilà, ça aurait pu être ce triangle-là, rouge, mais c'est un triangle. Et c'est ainsi qu'on va constituer son petit tableau en essayant de répondre aux objectifs qu'on a mis en haut et sur le côté. Objectifs que l'on peut écraser d'ailleurs. Je crois me rappeler qu'à un moment, tu vas récupérer les objectifs dans un marché et que tu vas pouvoir dire cet objectif il marche plus, donc je vais pouvoir l'écraser. Et puis les 3 du côté, c'est toi qui les choisis aussi. Et tes cartes par contre, tu peux pas les écraser. Donc attention à ce que tu poses et au tempo dans lequel tu le poses. Le seul truc que tu pourras écraser, je me rappelle, c'est les pelouses. Voilà, une pelouse, ça te permet d'attendre quelque part et puis de poser ta carte par-dessus pour qu'elle combatte mieux, par exemple au marché qui va arriver, parce qu'il y a un petit côté, comme dans les aventuriers du rail, on a un marché, on a des cartes, on prend une carte et hop, on révèle une nouvelle carte de la pioche. C'est super agréable, c'est très apaisé, on a envie de prendre son petit thé en jouant à un jardin anglais. C'est très réussi si vous aimez ce petit jeu qui fonctionne très bien à 2 et à plusieurs, parce qu'il n'y a pas d'interaction particulière. Non, voilà. Sauf dans le marché. Sauf dans le marché, exactement. Mais c'est très sympa. Et puis à la fin, comme tu disais Alex, on a son petit jardin très joli, avec ses petits arbres, ses petites pelouses, ses petits kiosques comme ça. Et ça correspond en plus plutôt bien aux différents objectifs qu'on a voulu valider. Exactement. Et donc on a un côté soit avec plein d'arbres, soit très épuré, soit zen, soit avec beaucoup de kiosques, enfin bref. Chaque carte est unique, donc les parties vont se renouveler sans arrêt. Ça c'est pour jardin anglais. Sérieux, apaisé, zen. Moins sérieux, apaisé, zen, et plus bruyant, voici The Sandmaker. Un Sandmaker, c'est un jeu d'ambiance, donc c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et de Corentin Lebras, comme quoi il est capable de faire Trek 12 Amazonie avec Bruno Catala, mais aussi de la bonne déconne avec The Sandmaker. C'est un jeu sur les bruits. C'est ça en fait, c'est un jeu immédiat, c'est des jeux comme Olé Guacamole, comme tous ces jeux comme ça d'ambiance et d'apéro, vous allez le poser sur la table et tout le monde va tout comprendre. En gros, vous avez des cartes qui représentent des photos et vous allez avoir une carte qui vous dit quelle photo vous devez faire deviner, et pour faire deviner cette photo, vous allez devoir faire le bruit. Par exemple, si je vais faire et là tu vas dire ah c'est le monsieur qui croque la pomme, voilà. Et ça c'est un jeu de rapidité aussi parce que les autres jouent à pointer leurs doigts et c'est le premier qui a pointé son doigt sur la bonne photo qui la gagne, c'est des points de victoire à la fin. Et encore là ils mettent des exemples simples, et quand on tombe sur un chamblé, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tu fais très bien là, je suis super bien chamblé. Et c'est là que tu vas avoir ce côté très très drôle en fait, très fou rire, parce que le charme du jeu c'est d'avoir fait ces photos qui représentent des situations que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir bruiter. Exactement. Voilà, exactement. Donc The Sandmaker est disponible au magasin. Et on va aller par Iki. Oui, par Iki, j'ai 2 jeux à vous présenter, 2 jeux très attendus. Et le premier, c'est forcément Iki. Iki, c'est le jeu des artisans de Edo, c'est à l'époque du Japon médiéval. C'est un jeu de Kuta Yamada, illustré magnifiquement par David Sidbon. Et en fait, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est la réédition d'un jeu, disons, qui était passé assez inaperçu, hormis pour les joueurs connaisseurs, et qui pourtant avait bonne presse. Et donc, Sorry We Are French a décidé de le rééditer et a magnifié, on va voir, le matériel, a peut-être aussi clarifié des points de règle et aussi a mis en place un système qui fait un peu comme pour Cora, que bon, même si le jeu est quand même clairement très riche, on va pouvoir bien suivre l'avancée des différentes parties d'un tour de jeu, comme dans Cora, grâce à ce petit plateau. Donc on va commencer par ce plateau qui vous distingue les différentes phases du jeu en vous expliquant. Alors l'iconographie au début c'est pas super clair, mais quand vous jouez après un premier tour de jeu, c'est bon, ça va être très clair. En gros, le principe du jeu, là vous n'avez pas un plateau développé, vous n'avez qu'un quart du plateau. Ce plateau représente une rue dans Edo.
et des boutiques. Ici des avant-boutiques et ici les arrière-boutiques dans lesquelles vous allez trouver des artisans. Au début il y en a peu, puis c'est vous qui allez en rajouter et vous allez essayer de marquer des points de victoire. C'est un jeu à points de victoire, je ne vous le cache pas, avec des sous, avec des bonus qui vont se faire à la fin de la partie. Mais en gros le principe du jeu, c'est un jeu extrêmement interactif qu'on va dire de pose d'ouvrier plus. On va dire, puisqu'on va avoir plusieurs pions. On va avoir son Oyakazama, je crois. En fait, le jeu fait un gros effort de côté historique. Et toi non. Mais moi pas du tout. Parce que j'ai pas assez travaillé tous les noms. Ça c'est un Kobun. Et lui c'est un petit monsieur avec un chapeau. Et donc ces trois pions vont vous servir différentes actions. Lui c'est un peu votre grand chef. Il va se balader dans la rue. Oui. Et c'est lui qui, alors en fonction de sur lui où il aura été placé, parce que lui vous allez le placer sur une partie du plateau qui va vous indiquer de combien de cases peut se déplacer votre petit bonhomme. Évidemment, plus vous les déplacez de nombreuses cases, moins vous jouez en premier. Voilà, y a également un coup aussi, vous pouvez vous déplacer d'autant de cases que vous voulez, mais ça vous coûtera des petites sandales pour avancer plus, si vous voulez. Bref. Parce que de base, le chiffre, en fait, il est fixe. Il est fixe, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, et tu as une case de 1 à 4. D'accord. Et la case de 1 à 4, en fait, elle te permet de faire aucune action derrière, alors que les autres te permettent de faire des actions derrière. Mais c'est vrai que si tu te mets qu'à 1, tu pourras jouer en premier, mais si tu peux compenser avec les petites sandales, en fait, tu pourras déplacer de 4 cases en vrai. D'accord. Ces cases, justement, c'est les rues dans lesquelles vous allez faire des cercles comme ça. Alors, vous allez passer et puis faire des cercles. Ça aura une importance parce que dès que vous finissez un cercle et que vous repassez par là, il se passe quelque chose au niveau des artisans. Je vous expliquerai après. Mais en gros, ce petit personnage, c'est lui qui va activer les différentes boutiques dans lesquelles vous allez vous arrêter. Okay. Dans ces boutiques, vous allez pouvoir faire le pouvoir qui est ici. Donc ça va être du troc, vous avez du riz, vous avez du bois, vous avez des sous, vous avez des sandales, et ça vous allez faire du troc, récupérer ces ressources pour les dépenser pour d'autres ressources, pour acheter pourquoi pas de la nourriture, ces petits poissons, ou des blagues à tabac, oui. Ou des pipes à tabac qui vont permettre aussi de marquer des points de victoire. Je rentre pas dans le détail, pour ça il y a les jeux de Chaps sur YouTube, et il met 55 minutes à expliquer le jeu, c'est pour vous dire un peu la richesse quand même du jeu. Mais en gros, ce qui est sympa, c'est que déjà vous allez essayer de coordonner vos déplacements pour aller dans les bonnes boutiques, mais dans ces boutiques, il y aura des artisans. Et ces artisans, des fois, c'est vous qui les aurez placés, des fois, c'est vos adversaires. Et là, il y a le côté, comme tu disais, dans Descendance. Donc, c'est un jeu qui a disparu, mais qu'on aimait bien aussi parce qu'il y a ce côté vieillissement des cartes. Parce que, vous voyez, votre carte, votre Kobun, vous avez placé, parce que cet artisan m'appartient, vous avez placé votre Kobun, et dès que quelqu'un ira le voir, eh bien, il fera rendre de l'expérience à votre artisan jusqu'à ce qu'il parte à la retraite quand il sera arrivé tout en haut. Mais jusqu'à ce qu'il parte à la retraite, il pourra déclencher de plus en plus de petits pouvoirs. En sachant que je précise qu'il montre que quand c'est un autre joueur. Oui, c'est un autre joueur, exactement, pas toi. Donc c'est pour ça que tu vas devoir choisir des artisans qui peuvent intéresser les autres. Comme un peu dans Littleton, où tu avais une tuile avec un bâtiment et tu disais je vais la mettre là, comme ça les autres iront l'utiliser et je pourrai récupérer un peu de sous. Là, il y a ce côté-là, donc vous voyez le côté très interactif, vous allez espérer que les autres vont aller chez vous, mais peut-être pas trop tôt non plus, parce que s'il part à la retraite, votre gars, il s'en va. Alors même s'il marquera des points, parce que vous allez le glisser là, vous voyez, vous avez des zones de couleurs qui correspondent aux différentes zones sur lesquelles vous allez pouvoir glisser vos cartes, et donc marquer des points à chaque fois qu'on fait une fin de saison, parce que le jeu se joue en 4 saisons, une année. On est un peu comme dans l'année du dragon, ceux qui ont connu de Stefan Feld. On va pouvoir anticiper ce qui va se passer, notamment les incendies. Et oui, c'est très riche parce que de temps en temps, dans ces quartiers de Edo, avec toutes ces petites baraques en papier, ça brûlait. Et donc, de temps en temps, à des moments indiqués, par exemple ici, il y aura un incendie de force 5 qui sera déclenché en commençant par ce quartier-là, puisqu'il y a ce symbole-là. Et il va brûler les maisons, sauf si tu as assez d'eau. Et là, ça c'est un autre compteur que tu vas gérer avec ce petit jeton là, sauf si tu es monté assez dans la capacité à lutter contre les flammes pour protéger ta boutique. Et puis le feu va progresser mais s'amoindrir. Ici il vaudra 5, ici 4, ici 3, ici 2. Évidemment, les emplacements les plus loin du feu sont chers en fait. Et oui, c'est pour ça que pour poser ton emplacement ici, tu devras payer 2 pièces de plus que le coût indiqué par la carte que tu vas récupérer dans un marché. J'espère qu'on n'a pas perdu les gens, parce que c'est quand même riche, mais pour voyer la richesse du jeu, c'est ce côté-là qui est vraiment super sympa, puisque tout va être dilemme. Combien de cas je me déplace? Qu'est-ce que je vais récupérer? Dans quelle échoppe? Quel artisan je mets dans l'échoppe? À quel endroit? À quelle échoppe je le mets? Comment j'anticipe le feu? Sachant qu'à chaque saison, tous les artisans vont dégager et on va avoir des nouveaux artisans, donc un nouveau paquet de cartes qui va arriver avec des artisans de plus en plus chers et de plus en plus
puissants, on va dire, puisqu'au début ils sont moins puissants, mais petit à petit ils font des actions superbes. Vous voyez, le travail de dessin a été remarquable, et j'ai ouï dire qu'il avait été fait en partenariat avec quelqu'un qui était spécialiste de la période Edo du Japon, et que donc tout était cohérent dans leurs habits, dans ce qu'ils font comme métier, etc. Donc voilà, vous êtes dans une vraie immersion, un jeu sur le Japon médiéval qui n'est pas que une mécanique ludique, mais qui essaie de vous amener dans une ambiance de ces rues avec tous ces artisans, etc. Voilà, donc si vous avez été plutôt hypé par cette présentation, eh bien vous n'avez plus qu'à découvrir le reste en lisant la longue règle du jeu, mais nul doute que le plaisir est au bout du jeu, parce qu'on sent que voilà, ce dilemme partout et gestion de son petit plateau, et quand même un travail d'iconographie qu'on peut remarquer comme Cora, qui permet à des joueurs peut-être un peu moins experts de ne pas être perdus, ce qui était le cas dans la première boîte de Iki, où c'était vraiment... il manquait toutes ces signalétiques qui permettent vraiment de bien jauger de là où on se trouve, et de pouvoir, on va dire, ritualiser le tour de jeu, et à la fin que ça devienne beaucoup plus fluide, hein, puisqu'on aime bien ce mot, un jeu fluide. Personnellement, je suis hyper hypé. Ouais, je sais, tu voulais y jouer, mais on y jouera, puisque Gigamic nous a gentiment envoyé une boîte nous permettant de vous montrer le jeu dans toute sa splendeur. On y jouera, parce qu'en effet, moi aussi, j'ai fort envie de tâter de ce jeu de pose ouvrier très original. Voilà. Autre deuxième jeu très attendu, Seven Wonders Architect. Encore une extension? Non, pas du tout. Un nouveau jeu dans l'univers de Seven Wonders, le jeu d'Antoine Boza. Voilà, le jeu édité par Repro Productions, le jeu Seven Wonders, le jeu à des millions d'exemplaires vendus, le jeu le plus primé au monde, enfin le jeu qui collectionne les récompenses. Mais il faisait partie d'une époque, et dans notre époque que l'on vit actuellement, notamment accélérée par le Covid, hein, on va être sincère, beaucoup de gens se mettent à jouer ou s'intéressent au jeu. Et donc, des créateurs de jeux du niveau d'Antoine Boza se sont dit, j'aimerais créer un jeu passerelle, un jeu que je pourrais jouer avec mes enfants, avec ma mère, avec des potes qui sont pas forcément joueurs. Et il est parti évidemment de son grand classique Seven Wonders, parce que c'est vrai que l'univers de Seven Wonders est super attrayant, hein, comme ça, de bâtir des merveilles, d'avoir une iconographie très claire, etc. Il est parti de ça, il a épuré, mais il l'a pas rendu moins intéressant non plus, hein. On va dire que c'est pas non plus la prise de tête du jeu Iki que je viens de vous présenter, mais c'est très agréable. Moi, en tant que joueur quand même un peu aguerri, j'ai joué avec des gens peut-être moins joueurs, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à voir que prenez du plaisir à jouer. C'est aussi ça le jeu de société. C'est finalement qu'autour de la table, tout le monde soit content, tout le monde se sente en capacité de gagner, et pas en PLS parce qu'on n'a pas compris les règles, ou parce qu'on se sent nul, parce qu'on n'arrive pas et qu'on est loin sur la piste de score. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir des joueurs s'éclater vraiment, à dire mais c'est génial, mais ouais, ok, j'ai compris, je vais pouvoir faire ça et je vais pouvoir gagner. En tout cas j'ai vraiment envie de jouer. Donc là, pari réussi pour Antoine Boza, ça c'est sûr. Et maintenant comment ça fonctionne, c'est très simple à expliquer, hein. La règle du jeu elle tient en 3 pages. C'est un jeu où vous allez avoir votre merveille. Alors là ce qui est très chouette, hein, pour le joueur qui débute, c'est que sa merveille elle est vraiment sous forme là de structure en bois. Oui, on reconnaît le colosse. Exactement, et petit à petit, alors en partant du bas vers le haut évidemment, mais là je vous montre la tête d'Arnold Schwarzenegger quand même. Donc on va pouvoir faire son colosse évidemment, on va pouvoir faire son petit temple comme ça. Alors vous avez, je les ai toutes alignées là, encore une fois le matériel, hein. Là j'ai sorti Rhodes et Éphèse bien sûr, pour un bel Éphèse, mais vous avez Babylone, Halicarnasse, Olympie, Alexandrie, Gizeh, et chacune vient avec sa petite boîte. Comment on va la construire, hein, petit puzzle, si vous avez du mal, vous avez votre petite indication, le pouvoir particulier de votre merveille, son paquet de cartes que ensuite vous allez récupérer dans le petit porte-carte. Donc tout a été vraiment fait pour que les joueurs n'aient aucune difficulté à installer le jeu, à comprendre le jeu, à voir les couleurs, etc. Et maintenant le jeu c'est un jeu de prise de cartes, de collection de ressources comme l'était Seven Wonders, sauf que dans ce jeu plus classiquement on va collecter des ressources, les dépenser pour construire sa merveille. Et sa merveille vous dit ici dès que tu as 2 ressources identiques, tu les dépenses. Et tu retournes et tu as commencé à créer ça. Et en plus, tu auras des petits pouvoirs qui vont se déclencher. Chaque merveille étant asymétrique. Donc c'est quand même très intéressant. Petit pouvoir lié à la science. Dès que j'ai 2 symboles scientifiques différents, ou identiques, ou 3 différents, je vais accéder à un pouvoir de science. Il y en a 3 révélés, et puis un que je peux prendre au hasard. Et puis dès qu'on en prend un, on en remet un. Les pouvoirs vont permettre des petits combos. Moi j'aime bien celui-là, par exemple, si je le gagne, à chaque fois maintenant que je récupérais une carte de ressources comme ça ou de ressources comme ça, j'aurai le droit de piocher une nouvelle carte. Donc tu peux te faire des petits combos comme ça, très agréable. Donc en fait j'ai le choix entre 3 cartes. Oui, tu as le choix entre 3 cartes à ton tour. Tu as le choix entre ton propre paquet de cartes qui est là et le paquet de cartes de ton voisin de droite qui a son paquet de cartes de sa merveille à lui. Et tu as toujours le choix avec la carte mystère. Voilà, carte mystère que l'on pourra
voir si on possède le petit chat. Petit chat que l'on pourra gagner si on récupère des cartes de points de prestige avec le petit chat. Vous voyez, c'est vraiment très simple, mais c'est très agréable. C'est le cran au-dessus de Skijo, on va dire, parce que tu as cette petite prise de risque, ce petit côté hasardeux, un petit peu tactique quand même. Tu vas collectionner tes cartes, tu vas les dépenser, tu vas bien surveiller. Ce que j'aime beaucoup dans Seven Wonders Architect, c'est qu'on voit très bien où en sont vos adversaires. En fonction de l'avancée très visuelle de leur merveille, vous allez vous dire, oula, lui, il lui reste plus que ça. Donc, faut vite que j'accélère moi aussi. Donc, si j'ai un coup à jouer, il faut vite que je fasse un coup gagnant, entre guillemets, ou en tout cas qui me rapportera des points de victoire. La guerre est bien gérée, j'aime beaucoup. Hein, vous avez des colombes de la paix, et dès que quelqu'un va prendre une carte militaire, hop, avec des cornes de brume, mais où sont-elles? Voilà. Elles sont là, et bien on va retourner autant de jetons que de cornes de brume. Voilà, donc c'est à dire qu'elle est très agressive, elle déclenche presque la guerre, voilà. Et quand la guerre est déclarée, et ben là stop, on fait un petit focus sur la guerre chez chacun, tu compares ta valeur de guerre à ton voisin de gauche et ton voisin de droite, si tu gagnes le combat, tu gagnes un jeton de points de victoire. Il n'y a pas de défaite comme dans Seven Wonders, tu perds pas de points, c'est juste honneur au gagnant qui va maximiser ses jetons de points de victoire. Et évidemment, le Colosse de Rhodes, vous le voyez, va rajouter des boucliers pour la guerre et puis va permettre de gagner des points de victoire grâce à la guerre également, notamment des jetons science vont vous permettre également. Donc quand même de la profondeur, franchement, hein, c'est pas un jeu pour c'est un jeu pour débutants, mais c'est un jeu en tant que joueur, vous allez bien vous amuser quand même. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les cartes de guerre, celles qui ont des cornes de brume, une fois qu'une guerre est déclarée, elles s'en vont. C'est comme si c'était nous ce qu'on s'est raconté, c'est que c'est des mercenaires un peu, et ils restent pas, alors que les autres, c'est moins des mercenaires, mais par exemple lui, il restera pendant toute la partie. Donc je peux aussi stacker ma guerre petit à petit, mais faire en sorte que je sois cohérent et que je joue en montée de puissance, ou de temps en temps avoir des coups comme ça, mais ça dégage aussi. Voilà, donc vous voyez, le jeu est quand même très sympa. Et d'ailleurs, on a un petit concours dont on vous a parlé sur la page Facebook et Instagram, mais là je vous en parle sur la vidéo YouTube. Pour les premiers acheteurs de Seven Wonders Architect au magasin, entre vendredi et samedi soir, vous pourrez, en passant en caisse, laisser votre téléphone et participer au concours pour gagner ceci. La figurine de chat en plastique qui remplacera merveilleusement votre petite silhouette qui est quand même très jolie elle aussi, mais bon c'est quand même la classe ce truc là, on en a 5 et donc une fois samedi soir qu'on aura fermé le magasin, on fera un tirage au sort sur les numéros de téléphone et les 5 gagnants on les appellera et ils viendront récupérer au magasin leur petit chat en plastique. Donc voilà, si vous venez entre vendredi et samedi récupérer votre boîte, après c'est trop tard, vous pourrez participer au concours. Voilà, bien joué Antoine Boza, c'est vrai que franchement c'est un jeu passerelle, il y en a pas mal qui sont sortis mais celui-là on a la sensation qu'il va s'installer. Je sais pas pourquoi, mais on se dit, lui, ça peut être vraiment le truc de Noël. Complètement. Voilà, c'est super bien fait, donc vraiment gros coup de cœur aussi sur ce Seven Wonders Architect. On continue parce qu'on a passé un peu de temps. Ah oui, on va parler d'un retour en stock. Oui. Qui est un peu d'actualité, les hôpitaux. Dice Hospital avait disparu suite en fait au fait que Neoludis reprenait tout le catalogue de Abyss, hein, pour ceux que ça intéresse. Et donc il y avait une grande partie du catalogue comme ça qui avait un petit peu disparu et puis qui revient petit à petit, avec priorité aux nouveautés évidemment. Et Dice Hospital se faisait attendre. Alors Dice Hospital, c'est un jeu de pose ouvrier où vous allez mettre vos infirmiers qui ont différentes capacités dans différentes salles afin de traiter vos patients, vos malades, qui sont des dés en fait, et la couleur du dé indique le type de maladie qu'ils ont, et la valeur du dé indique s'ils sont plutôt proches de sortir de l'hôpital ou plutôt proches d'aller dans la morgue. Voilà. Exactement. Donc il faut essayer de gérer au mieux son hôpital. On va acheter des nouvelles salles pour faire des nouvelles actions. On va embaucher des nouveaux médecins, etc. Donc c'est très très chouette Dice Hospital. Et en plus, il y a des extensions comme les soins communautaires. Vous allez gérer la maternité, vous allez gérer l'hélicoptère qui va chercher les malades dans la ville. Vous allez aussi gérer les projets de construction de votre hôpital. Et puis l'extension de luxe où vous allez pouvoir magnifier tout ça avec des jolies ambulances qui amènent vos malades à l'hôpital, des nouveaux médecins et des nouvelles salles d'hôpital. Voilà, c'est sympa Dice Hospital. Et voilà, si vous travaillez à l'hôpital Pellegrin, vous aurez peut-être envie. Non, en fait, je crois pas que t'as envie quand t'as fini ta journée. En vrai, non. Donc, ça c'est toi qui vas parler parce que moi j'ai la gorge sèche. Tout à fait. Pour ceux qui ne te connaissent, tu as un amour inconditionnel pour Role Player. Ouais, j'adore. Et ça, c'est un jeu dans l'univers de Role Player. Exactement. Ça va pouvoir vous faire penser éventuellement. En tout cas, moi, ça m'a fait penser beaucoup aux Apaches de Paris, donc un peu la réédition de The Boss, un jeu de majorité de placement sur un plateau. En fait, ici, on ne cherche pas à s'évader. Hein. C'est pas Prison Break Role Player. C'est un jeu où en fait on est dans une prison et on gère un gang que je vous zoome ici. Le gang il est composé de plusieurs petits tokens en fait, qui va avoir des valeurs qui varient entre 0 et 6, entre autres le 0 a un petit pouvoir et le 6 aussi. Et ces valeurs là en fait vous allez les placer secrètement sur le plateau dans différentes zones qui vous offrent des ressources, mais attention,
les ressources sont réparties en fonction de votre placement. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez révéler vos jetons, les uns après les autres, et en fonction de la valeur de vos petits personnages, vous allez être soit premier, soit deuxième, soit troisième. Et en fonction de si vous êtes premier, vous avez un intérêt en gain de ressources, deuxième aussi, et troisième en général, il n'y a pas grand-chose. Ce qui est malin, c'est que certains personnages que l'on voit ici sous forme de cartes vont poser parfois de la suspicion. Et ça, il faut faire hyper attention parce que quand vous êtes premier joueur, vous récupérez la suspicion. Et si jamais il n'y a plus de suspicion, on regarde celui qui en a le plus, récupérer, et il va y avoir ce qu'on appelle un raid. Et dans ce cas, vous allez perdre des points de victoire. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de récupérer des ressources? Et bien en fait, c'est pour construire des petits objets. On va essayer de crafter des objets qui vont nous permettre de récupérer des points de victoire. C'est un peu de la collection, assez classiquement en fait. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a 3 objectifs à côté du plateau qui vont être assez différents. Il y a des objectifs de fin de partie qui ne changent pas. Il y a des objectifs qui sont premier arrivé, premier servi. Et un objectif qui est malin, c'est qu'il va se déplacer. En fait, certains joueurs vont l'obtenir au fur et à mesure des tours, parce que celui qui remplit toujours au mieux la condition, on refait à chaque fois un calcul et on dit « Ah, ça cette fois c'est toi qui obtiens la condition de l'objectif, donc c'est toi qui l'emporte. » Donc une sorte d'objectif un peu de course. Comme ça, c'est très malin. La petite subtilité, c'est vraiment de se dire, ok, là, l'action premier joueur, elle est hyper intéressante. Enfin, si je veux avoir ces ressources-là, il faut que je sois premier joueur. Mais il y a par exemple 2 de suspicion. Donc, est-ce que je veux vraiment de la suspicion au point d'avoir beaucoup de ressources? Ça, c'est des petits dilemmes très sympas. Donc, voilà pour Lock Up, un petit jeu dans l'univers de roleplayer que j'aime beaucoup. Oui, voilà, tout à fait. Et un Seal of Excellence du Dice Tower, c'est assez rare pour être souligné. Oui, ça a été expliqué par Tom Vassell. Ouais, c'est pas une récompense qui donne facilement. Le Seal of Approval, beaucoup plus, mais le Seal of Excellence, voilà, il faut déjà que le jeu leur ait beaucoup plu et ça peut vous donner une idée si vous êtes la cible ou pas. Exactement. Je crois que nous n'avons plus qu'à parler de Perlae Imperi. Perlae Paris. Perlae Imperi, c'est la nouvelle extension de Res Arcana. Alors là, il y en a certains qui sont en train de faire une syncope parce que Res Arcana, ça a eu un succès monumental. Et déjà, l'extension Lux et Tenebrae avait satisfait nombre d'entre vous. Mais celle-là, elle était quand même très attendue. Perlae Imperi, ben voilà, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, elle est disponible au magasin. Qu'est-ce qu'elle apporte, Perlae Imperi? Alors, elle va apporter les perles. Je suis pas fort en latin, mais perlae, c'est les perles. Donc c'est une nouvelle ressource qui va se rajouter, vous savez, à toutes les autres ressources qu'on dénomme, mais que j'appelle du rouge, du jaune ou du noir. Mais non, de l'essence de vie, voilà, de mort. Oui, c'est ça, exactement. Donc des nouvelles cartes aussi de transformation liées à ces perles. Bien sûr. Vous voyez, ici, je peux faire la calcination. Et donc, si je tape cette carte et que je dépense des ressources, je vais gagner une perle. Les perles vont apporter des points de victoire. La particularité de Perlae Imperi, c'est que le jeu va durer un peu plus longtemps, puisque le jeu finira à 13 points de victoire. Mais les perles rapportent des points de victoire en elles-mêmes. Donc aussi, en même temps, on va avoir des points de victoire plus facilement. Il va y avoir des lieux liés à ces perles, des nouvelles cartes liées à ces perles. Donc en fait, tout va tourner autour de cette nouvelle ressource, avec des nouveaux mages, des nouveaux pouvoirs, on va dire, des nouveaux objets, des nouveaux artefacts, des nouveaux monuments, bref, de quoi enrichir ce jeu qui est Res Arcana, qui était déjà très riche, ce jeu de Tom Lehman, créateur de Race for the Galaxy, pour ceux qui ne connaissent pas, chez Sandcastle Game, qui pour un premier jeu a frappé très fort, parce que Res Arcana c'est le premier jeu de Sandcastle Game, et direct, bim, ils ont collectionné les récompenses. Voilà. Maintenant, qui allez-vous retrouver de l'autre côté de ce couloir pour représenter les jeux de rôle et les figurines? Mystère, allons voir. Coucou YouTube! Salut et bienvenue. J'essaie de faire Antoine, mais pas du tout. Il est malade lui aussi. Donc je peux tout faire dans cette boutique. C'est n'importe quoi cette vidéo. Alors, on a décidé de vous présenter les jeux de figurines dans le rayon de jeux de figurines parce qu'on a un beau rayon figurines ici et qu'on montre pas assez. Donc bah tiens, tu peux peut-être le filmer, ce beau rayon de jeux de figurines où vous avez trouvé Mémoire 44, Le Trône de Fer, Star Wars Assaut sur l'Empire, Star Wars X-Wing, Star Wars Légion, les zombicides, etc. Donc ouais, c'est vrai qu'on ne le montrait pas assez. Donc le voilà, pour ceux qui aiment les figurines, vous avez de quoi vous contenter, avec évidemment les peintures qui sont juste derrière moi. Mais maintenant, voici la bestia, celle que vous avez vue dans le petit sketch, parce que jusqu'où s'arrête-t-on-il pour faire des boîtes de jeux? Quand on avait reçu Zombicide, on dit mais elle est énorme cette boîte. Mais voilà, on a l'impression que c'est un minigame de chez Yellow, Zombicide. Donc voici Descent, l'âge des ténèbres. Non, la légende, c'est pour ça que je dis la légende des ténèbres. Pour ça tout à fait, la légende des ténèbres. La légende des ténèbres. Donc pourquoi ça s'appelle la légende des ténèbres? Parce que ce n'est pas une amélioration de Descent que certains d'entre vous connaissent parmi les vieux briscards, parce que Descent c'est quand même un jeu comme HeroQuest qui est très connu. C'est une refonte totale du jeu Descent. Ça n'a strictement rien à voir avec Descent, donc c'est absolument pas compatible avec vos vieux Descent. C'est un jeu maintenant à application. Ça se voit entre autres d'ailleurs au parti pris graphique. Moi je trouve magnifique.
beaucoup plus sérieux, j'ai l'impression quand même. Ouais, il y a un petit côté, il y a un côté, non c'est bon ça ira, mais il y a un côté effectivement illustration de jeu de rôle et donc du coup de Pathfinder un petit peu, ouais. Tout à fait. Donc Descent c'est quoi? C'est des très belles figurines. C'est du matériel en 3D, enfin un carton 3D, mais vraiment de belle qualité. Donc vous allez faire des vrais décors, hein. C'est pas cheap quoi, hein. C'est pas genre un plateau où il y a des dessins marqués dessus. Là vous allez avoir des vraies tables, des vraies portes, etc. Donc vous êtes dans une immersion totale. Tout ça accentué par une application intelligente qui va faire comme un maître du jeu, parce que c'est un jeu coopératif. On va jouer des scénarios pour avancer comme un donjon crawler, si je ne me trompe pas. C'est ça. Affronter des monstres. C'est très narratif, c'est-à-dire qu'on va jeter des dés qui vont déclencher des événements. Donc on va lire ce qui se passe, etc. Donc on est entre le jeu de rôle, le jeu de plateau, le jeu narratif, mais le jeu de rôle n'est-il pas un jeu narratif de toute façon? Oui. Et surtout, alors ce qui fait un peu peur, donc déménager si vous avez un tout petit appartement, parce que vous voyez, acte 1. Et y aura-t-il un acte 2? Oh ben alors là, dis donc, s'ils font une boîte encore grosse comme ça, acte 2, voilà, vous êtes obligé d'acheter une nouvelle Kallax, c'est obligé. Oui. Non, en plus on vous parlait de jeu de rôle, c'était pas anodin, c'est pour vous dire que en fait c'est lié à un jeu de rôle, le Royaume des Terrinotes, et c'est un jeu de rôle qui va sortir bientôt, et là la jonction, la passerelle va être totalement faite avec le jeu Descent, parce que vos figurines vous permettront de jouer le jeu de rôle Terrinote, et le jeu de rôle Terrinote, les histoires, vous pourrez les incorporer dans vos scénarios de Descent. Voilà, donc c'est une passerelle totale, hein. On voit bien là qu'il y a un parti pris très rôliste dans ce jeu de Descent, la légende des ténèbres. Alors c'est un prix conséquent, mais vous avez vu la taille de la boîte, vous avez vu les figurines, enfin vous les voyez, elles sont magnifiques. Voilà, elles sont magnifiques, le travail est phénoménal. Encore une fois là, c'est un très très beau cadeau pour Noël, ça faut le dire. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, de monter vos petits accessoires, d'avoir une vraie immersion avec un donjon dans lequel vous allez avancer, affronter des bêtes représentées non pas par des pions mais par des figurines, Descent va certainement faire le job pour vous. Voilà, on va justement enchaîner puisqu'on parlait de jeu de rôle avec les nouveautés jeux de rôle que ne présente pas Antoine, donc je suis beaucoup moins pointu que lui. Donc je veux dire que le jeu de rôle Savage World, voilà, il est là. Voilà. Voilà, partout tout le temps. Que c'est pauvre quand il n'y a pas Antoine. Antoine, tu nous manques. Au secours. Moi, et vous allez attaquer, vous allez faire des attaques, vous allez lancer les dés, bien sûr, vous allez vous raconter des histoires, et c'est fabuleux. Le MJ va être tout à fait en possibilité de pouvoir jouer des pouvoirs. C'est vraiment génial. Savage Worlds, et évidemment, il y a Montblade, l'île des cités pourpres. Alors, l'île des cités pourpres, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un petit topo sur l'île des cités pourpres, évidemment. Non, j'arrête. Donc, voilà, je vous montre c'est un supplément pour Montblade. Ah, ben voilà, très bien. Il y avait un supplément tome 1, tome 2, voilà le tome 3. C'est tout ce qu'on peut vous dire malheureusement. Je sens les commentaires arriver. Oui, massacrez-nous. Ça, non, c'est Ravage, le jeu de plateau. Ravage, avec Dune, s'il vous plaît, quoi. Dune et Peace and Love, le jeu de mots, s'il te plaît. Voilà, et donc... Voilà, donc c'est quoi Ravage? Là, Ravage en fait à la base c'est un magazine de jeux de rôle, mais de temps en temps ils font un hors-série jeux de plateau. Et ça c'est bien, ils parlent de Dune Imperium d'ailleurs, ils ont fait une spéciale sur les jeux de Dune. Ils font des très belles sélections. Et voilà, et ils parlent de super jeux vraiment. Ils ont, en sens, c'est des gens qui s'y connaissent beaucoup. Call to Adventure, dont l'extension sort la semaine prochaine, je vous montre. Ce jeu-là est excellent, et il est aussi très narratif, bien pour les rôlistes. Donc voilà, Ravage c'est un magazine de qualité, et nous finirons avec Westland. Donc là pareil, c'est un supplément. Les terres gâchées. Voilà, gâché comme cette présentation de jeu de rôle. 3 fois Paris. Voilà, Perlaé, 3 fois Paris. Non, allez, on va aller Ça sent la fatigue. Non pas de l'autre côté du comptoir. Tout le monde est malade, donc je vais peut-être le devenir moi aussi. Ce côté du canapé. Mais voilà, on va s'asseoir sur le canapé, voilà, merci. Et je vais vous présenter les dernières choses parce qu'on n'avait pas envie de revenir là-bas, parce que on va finir ici. Alors, Star Wars Légion, voici l'ornithoptère, et là petit lien avec Dune, puisque c'est rigolo, l'ornithoptère c'est le nom des petits vaisseaux. Si vous avez vu le film Dune, c'est cette espèce de petite libellule qui vole, et vous pouvez faire la même chose avec Star Wars Légion. Vous allez avoir aussi le droïde araignée nain DS-D1. Voilà, donc toujours des belles figurines à peindre et à rajouter dans votre jeu Star Wars Légion, un jeu de figurines et de combat. Vous allez avoir, on vous avait présenté Tiny Epic Pirate et Tiny Epic Tactics, mais pas les extensions, parce qu'on les avait pas encore commandés, donc les voilà, et vu le succès de Tiny Epic Tactics et de Pirates, je pense que certains d'entre vous vont vite se précipiter vers le magasin pour récupérer les extensions de ces deux nouveautés. Vous allez aussi avoir Intime Conviction, l'affaire des huîtres. Alors qu'est-ce que c'est Intime Conviction? C'est un jeu qui va reprendre le film 12 hommes en colère de Sidney Lumet pour vous mettre dans la peau de jurés
qui jugez une affaire, Oui. dont vous allez avoir les éléments au fur et à mesure et vous allez en discuter entre vous. Les éléments vont arriver, un peu comme quand les avocats parlent, etc. Et vous allez essayer de vous faire une opinion, savoir si la personne qui est jugée est coupable ou innocente. Et vous allez prendre la décision en votre âme et conscience, puisque à la fin vous révélerez, peut-être aurez-vous acquitté un coupable, peut-être aurez-vous condamné un innocent. Comme je le dis, à vous de vivre avec ça, mais en tout cas c'est une expérience sociologique très intéressante parce qu'on va voir les gens d'influence, les gens qui suivent le mouvement, les gens qui n'osent pas s'imposer, les gens qui ont des intimes convictions et qui peut-être avaient raison de retourner la vie générale parce que à la fin, eh ben oui, c'est grâce à moi qu'on l'a innocenté, vous avez bien fait de m'écouter. Donc une expérience sociologique très sympa en soirée. Columbus Egg, c'est un jeu un peu dans la lignée des Smart Games, un jeu hush-hush. Donc on va poser des œufs de différentes couleurs qui vont devoir répondre à des contraintes. Donc si on comprend bien, vous voyez, dans cette zone-là, il doit y avoir au moins un œuf jaune, donc c'est celui-là. Il doit y avoir 2 œufs roses, ce sont ces deux-là. 3 œufs verts, il y en a un là, il y en a un deuxième là, donc le troisième vert est forcément là. Donc un peu par logique, un petit peu par construction logique, on va poser les œufs et essayer de répondre aux contraintes et donc de ne pas être bloqué et d'arriver à poser tous les œufs afin de répondre aux contraintes, je l'ai déjà dit. Et pour continuer sur les jeux de plateau, un retour très attendu. Alors il n'est pas là souvent, donc profitez-en quand il est là. Orléans Invasion est de retour en stock. Orléans Invasion, c'est une extension pour l'excellent jeu de bag building Orléans. Pas très beau, mais franchement un jeu pour les joueurs très plaisant. Ah oui, moi je l'aime beaucoup. Ah oui, moi aussi je l'aime beaucoup, moche. Orléans. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas très bon, mais après tu l'oublies en jouant. Oh, oui. C'est juste que cette extension elle est vraiment fabuleuse parce qu'elle va transformer le jeu en coopératif avec l'invasion. Donc vous allez cette fois lutter pour défendre la ville d'Orléans, mais également d'autres modules qui vont changer les événements, qui vont changer les plateaux, qui vont changer les lieux. Bref, de quoi vraiment agrémenter vos parties d'Orléans, qui est déjà un jeu très riche. Et pour finir, voilà, vous êtes mauvais à Magic, Magic a pensé à vous, voici les Pioneer Challenger. Alors ce sont des boîtes, cette fois pas monocolore parce qu'on va le voir ici, on va avoir du bicolore, du tricolore et du monocolore, donc c'est vraiment des decks qui ont été préconstruits. Alors d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que m'a dit Julien de Novalis, coucou Julien, c'est un deck, chaque deck est une tuerie, voilà. C'est-à-dire qu'en gros ils ont pris les meilleures cartes du marché, celles les plus cotées, et ils en ont fait des decks faits par des spécialistes, des professionnels, et donc ça déchire. Si vous connaissez Challenger Deck, c'est 10 fois mieux, en tout cas au moins 2 fois mieux, parce que c'est 2 fois plus cher, parce que ça va vous coûter quand même 60 €, autant dire pour pas que vous ayez la mauvaise surprise en venant au magasin, mais ce sont des cartes très cotées qui de toute façon, si vous les achetiez à l'unité, valent déjà très cher, donc certainement qu'ils ont construit un deck qui vaudrait moins cher que si vous les avez acheté vous-même à l'unité. Voilà, il y a plusieurs decks, il y a 4 decks différents, pardon, et ils sont très jolis. Voilà, donc si vous êtes fan de Magic ou si vous voulez commencer dans Magic et déjà défoncer tous vos adversaires avec un deck qui va rouler sur tout le monde, et ben vous avez le Pioneer Challenger Deck. Voilà. Et ben la vidéo n'est pas vraiment finie puisque vous allez retrouver Alice là-bas, juste derrière, qui va vous présenter l'excellent Petit Peuple. Moi je ne vous retrouve pas la semaine prochaine et je vous dis venez au magasin bien sûr, jouez, allez aussi dans les autres boutiques puisqu'on sait qu'on est regardé partout en France et que vous allez aussi acheter les jeux qu'on vous présente dans les autres boutiques, et tant mieux si on peut communiquer aussi pour les autres boutiques qui n'ont pas le temps. On est content de ça, merci de tout votre soutien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Et coucou! Je suis là pour vous présenter Petit Peuple, qui va être édité par Bombix. Voici donc Petit Peuple, leur nouveau bébé après Codex et Lueur et Takenoko et tant d'autres. Celui-ci c'est un jeu donc de Nathalie et Rémi Saunier et illustré par Maxime Morin, celui qui avait déjà illustré Codex Naturalis. Voilà, Bombix a tellement aimé son travail qu'ils ont refait appel à lui et moi je suis très contente de ce choix. Donc Petit Peuple, c'est un jeu de... point de victoire, assez classiquement, et d'objectif. Comme vous le voyez, c'est magnifique, c'est splendide. Bombix tient toutes ses promesses. C'est vraiment leur grand talent, en plus de nous proposer des bons jeux. Vous allez avoir un lore très fourni que je vais très vite fait vous résumer parce qu'il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout, comme par exemple notre caméraman actuel Alexandre, mais il est très bien écrit et très intéressant, donc je vous invite, ceux qui sont intéressés, à le lire dans le livret de règles. Nous allons incarner 4 petits peuples à la Arrietty ou Arthur et les Minimoys qui se sont fait virer de leur chez eux dans la forêt et ont trouvé ce jardin abandonné. Vous allez construire votre communauté tous ensemble dans la bonne humeur, la joie et la bienveillance, sauf que derrière, chacun veut tirer son épingle du jeu pour gagner le plus de points de victoire possible.
Ici vous avez un des 4 peuples, ils sont tous très personnalisés. Celui-ci par exemple c'est ceux qui aiment particulièrement les insectes, comme le montre par exemple leur petit cabanon. Vous voyez l'entrée est faite avec des ailes de coléoptère par exemple. Voilà. Vous allez avoir aussi mes petits chouchous, c'est les chasseurs. Voilà. Les jaunes qui ont des petites cahutes comme vous pouvez le voir avec une petite fenêtre bizarre là et des petits crânes et tout ça. Voilà. Vous allez avoir par là-bas les modernistes. Les modernistes, c'est ceux qui ne rechignent absolument pas à récupérer des trucs des humains. Voilà, par exemple, vous voyez leur entrée de cabane, c'est un opercule de canette. Voilà, et enfin vous avez justement les anti-modernistes, c'est les puristes qui sont vraiment en communion avec la nature, comme vous pouvez le voir, voilà, avec des petits bois, des pines de pin, des petites feuilles, voilà voilà. Ce n'est pas du tout asymétrique comme jeu, quand même, il faut le savoir, hein. C'est juste du style et du lore. Voilà voilà, après ça aide aussi les personnes daltoniennes à y voir un peu plus clair. Donc, normalement le jardin dans lequel nous allons jouer est totalement vide, ici j'ai fait une mise en place juste pour vous faire un peu rêver. On va construire des bâtiments au fur et à mesure de la partie pour remplir des objectifs qu'on peut voir ici, des objectifs communs, qu'on va remplir au fur et à mesure et remplacer, hein, comme dans un marché classique, mais aussi des points de victoire que nous allons pouvoir récupérer à travers ces cartes objectifs secrètes. On en pioche 2 chacun. Hop! Et ça, c'est des objectifs qu'on validera en fin de partie, contrairement aux projets communs qu'on peut valider au fur et à mesure de la partie. Voici les 2 manières de gagner des points de victoire. Sinon le jeu, comment il se joue? C'est une très bonne question, dis donc. Le jeu se joue très facilement avec 2 actions. Voilà, 2 actions possibles. C'est soit construire un morceau de bâtiment, là où se trouve la torgrue de son petit nom Frida. Magnifique. Voilà. Donc construire un bâtiment de votre couleur dessus, soit vous bâtissez un rez-de-chaussée, soit vous pouvez rajouter un étage par-dessus des bâtiments de votre couleur déjà préconstruits. Vous ne pouvez pas aller squatter les bâtiments des autres, on a un peu de respect dans ce monde quand même. La construction quand même ça vous coûte quelque chose, ça vous coûte des habitants qui sont visibles sur vos plateaux personnels. On commence tous avec 35 habitants et on va les baisser au fur et à mesure qu'on les utilise ou remonter quand on en regagne. Le prix est marqué sur les endroits où vous voulez construire votre habitat. Là par exemple cette case là me coûte 5 habitants pour un premier étage et 5 habitants plus 1 par étage déjà construit au fur et à mesure que je vais rajouter des étages. Il n'y a pas de limite des étages, vous pouvez faire un building si vous voulez, ça sert pas à grand chose, mais c'est possible. Voilà. Deuxième action possible, eh bien vous pouvez abandonner un bâtiment. L'abandonner, à quoi ça sert? Eh bien pareil, vous ne le faites que sur la case où il y a Frida la torgrue, vous choisissez votre bâtiment, hop, par exemple celui-ci, et vous le récupérez. Pourquoi on ferait ça? Eh bien pour récupérer nos habitants, parce que bon, au bout d'un moment, on va être peut-être à sec d'habitants et c'est eux qui nous servent à construire des nouveaux bâtiments. Là, on va avoir un petit tableau fait pour les handicapés des calculs comme moi, c'est-à-dire que, vous voyez là, j'ai récupéré 2 étages de bâtiments qui étaient sur un emplacement à 5. Donc, 2 étages sur un emplacement à 5, hop, je croise les 2 lignes. Je récupère 22 habitants. Pourquoi? Pour les férus de maths, parce qu'en fait je récupère le double de ce que m'aura coûté en tout ce bâtiment. Voilà. Mais sinon pour les handicapés il y a ce magnifique petit tableau. Merci Bombix d'avoir pensé à nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait une de mes 2 actions? Eh bien, je vais déplacer ma petite Frida. Et oui, là vient la subtilité, une des grandes subtilités de ce jeu, c'est que là où vous avez fait votre action, donc soit construire, soit déconstruire, quoi, abandonner, eh bien ça va influer sur où Frida va être décalée. Par exemple, si j'ai joué ici, sur ce coin, vous voyez au niveau, oula, mes mains, hop, au niveau macro environnement, on va dire, eh bien celui-ci correspond à cette zone-là. Je sais pas si vous voyez, par exemple, si j'avais construit sur la zone du milieu, enfin sur le lieu du milieu, j'aurais déplacé Frida sur la zone du milieu du plateau. Est-ce que, Alex, c'est à peu près clair? Je pense, oui. Il y a le côté, comme on dit, microscopique et macroscopique. Il faut une vision d'ensemble par rapport à là où on construit, en fait. Ça déplace Frida, en fait, à chaque fois. Voilà. Et c'est là où va venir le casse-tête. C'est que, eh bien, là où vous déplacez Frida, c'est là où le prochain joueur devra jouer. Donc, il va falloir réfléchir entre là où vous voulez jouer pour remplir les objectifs et en même temps de là où ça va amener le prochain joueur. Voilà. Autre particularité où il y a beaucoup de contrôle sur ce que l'autre va faire, eh bien c'est que après avoir déplacé Frida,
le joueur actif va aussi désigner le prochain joueur, parce que c'est pas prédéfini l'ordre. Donc il va dire, ok, bah moi, joueur rouge, voilà, qui était premier joueur, eh bien je dis que ce sera toi, joueur vert, qui jouera en deuxième. Et le joueur vert, à la fin de son tour, dira, je sais pas, ce sera le jaune. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à réfléchir. Ça, c'était les actions de base. Et on va voir les 3 petites actions intéressantes et surtout spéciales qui sont ici. Voilà. 3 actions spéciales, 2 qui sont en fait gratuites. C'est celle-ci par exemple, vous pouvez jouer sur la zone +1 ou -1 que celle qui a été imposée. Ouais, je vais zoomer justement pour montrer les valeurs. Vous voyez ? Les zones ont des chiffres que vous mettez au hasard, hein, donc chaque partie ne sera jamais la même. Et donc du coup, on vous a imposé de jouer sur la 4, vous ça vous arrange pas du tout. Donc vous allez jouer cette petite action qui vous permet soit du coup d'y aller à -1, c'est-à-dire sur la 3, ou à +1, c'est-à-dire la 5 qui est là-bas. Et vous jouerez sur cette case-là, c'est pour un peu vous arranger. Ou alors, vous allez avoir cette action-là qui est spéciale parce que elle n'est pas gratuite. Cette action vous permet de... c'est une invasion. Ouais. Voilà, celle-là, elle n'est pas sympa. L'invasion, eh bien, vous payez des habitants nécessaires pour virer le bâtiment de quelqu'un et mettre le vôtre à la place. En équivalent, hein, si j'ai viré 2 étages, je mets 2 étages à la place. Et je dis qu'il est donc à moi. Je vais payer quand même un nombre d'habitants, exactement comme quand j'abandonne un bâtiment, grâce à ce petit tableau. Voilà, j'ai volé un emplacement à 4, qui était à 2 étages. Donc du coup, je vais, hop, c'est ici, payer 30 habitants. Pourquoi je vais faire ça? Parce que je l'envahis, mais surtout l'autre, il va être content. Il va perdre son bâtiment, mais il va récupérer 30 habitants, lui, de son côté. Puisque bon, ces gars, ils reviennent chez lui. Hein. Okay. Donc voilà, il y a un petit côté cool et pas cool. Et enfin, la dernière action spéciale possible, c'était de transvaser des toits. Vous voyez, il y a des petits toits là. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y en a, il y en a pas des fois. Quoi, ça c'est trop bien. Les petits toits, c'est ce qui va marquer quand vous validez un objectif. À votre tour, vous avez le droit de valider les objectifs qui sont donc ici. Voilà, en respectant les clauses du contrat en gros. Par exemple ici, c'est avoir construit sur un emplacement rouge au moins 3 étages et sur une zone centrale. Ça c'est très particulier. D'accord. Ici par exemple, vous devez avoir construit minimum 2 étages sur une zone verte et adjacent au moins un étage sur du jaune et un étage minimum sur du rouge. Et 11 points quand même. 11 points, celui-là il est cool. Mais du coup quand vous faites ça, et que du coup vous validez cet objectif et que vous le récupérez pour vous, eh bien vous devez poser un toit sur le dernier morceau d'étage de bâtiment que vous avez posé, qui vous a servi à faire cet objectif. Bien sûr. Et ce bâtiment ne pourra plus servir à remplir d'autres objectifs. Voilà. Ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que, vous le verrez sur les objectifs perso, ils ne sont valides en fin de partie que sur les bâtiments qui n'ont pas de toit. Donc c'est assez contradictoire. D'où l'intérêt de faire l'action spéciale de déplacer les toits pour libérer les... Exactement. Voilà. Donc cette action spéciale de déplacer les toits, eh ben, c'est très pratique. Vous allez du coup déplacer les toits d'un toit à l'autre, enfin d'un bâtiment à l'autre pour pouvoir vous débloquer peut-être d'autres objectifs. Voilà, ça c'était pour les toits. Et enfin, je vais quand même vous expliquer ce petit truc qui est le nombre d'actions par tour. Hop, j'avais oublié de vous dire ça, mais l'intérêt aussi de mettre les gens sur certains tours, c'est le nombre d'actions que vous pouvez faire. C'est pour ça que je vous parlais d'actions gratuites ou non gratuites. Parce que le premier joueur est certes premier joueur, mais ne pourra avoir qu'une seule action, le petit rouage. Alors que les autres auront 2 actions. Et les actions, c'est ce que je vous ai résumé. Construire, abandonner, ou l'action spéciale c'est l'invasion, parce que bon, l'invasion elle est spéciale, elle est très vénère, donc elle est pas gratuite. Voilà, ça c'est le jeu de façon générale. Vous avez vraiment beaucoup de subtilités, par exemple les zones comme ça qui sont des zones de friche, et en fait vous pouvez décider. Oh, on a une petite musique d'ambiance qui s'installe, c'est génial. C'est génial. Alors attends, on va couper ça, hop, je te laisse poursuivre ton explication. Merci. Alors, du coup, j'en étais sur les actions, oui. Oui, mais après t'as fini sur l'ordre du tour et je crois que t'as... Oui, c'était les friches. Voilà, les morceaux de friches. Les friches. Les friches, par exemple, eh bien, vous pouvez décider, si vous voulez construire vraiment là, de payer une de ces zones de friches qui sont ici,
Hop, vous avez du coup 3 de chaque couleur et vous la mettez hop à la place. Elles coûteront par contre toutes 5, hein, c'est un peu cher. Et elles resteront comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc maintenant, cette zone de friche sera une zone verte à 5 par exemple. Ok, ça c'est entre autres pour les objectifs de couleur en fait, si on est bloqué. Énorme. Exactement. Il y a vraiment plein d'autres subtilités. Mais le jeu est vraiment profond en fait et je vais pas vous l'expliquer vraiment en détail parce que le focus n'est pas fait pour ça. Mais j'espère quand même vous avoir assez donné envie d'y jouer. Moi j'ai énormément aimé, même à deux. À deux, il y a juste pas ce truc de on impose à l'autre de jouer. Ouais. Parce que forcément on s'enchaîne l'un l'autre. Oui, c'est du tour par tour, mais c'est très chouette. Mais par contre, ce truc d'imposer à l'autre où il va jouer, c'est méchant. C'est un méga casse-tête. C'est hyper agréable. Le lore est vraiment génial et très bien retranscrit. Et les objectifs sont vraiment super cool. Ah oui, quand même, j'avais oublié une phase très importante, Alex. Oui. C'est qu'à chaque fin de tour, oui. Là, tout ça là, oui. Chaque fin de tour, et ben on va faire une phase de majorité. Ah oui, tout à fait, pour compter des points. Exact. Et oui. Non, c'est pas des points, mon cher. C'est bon des habitants. Ah, tu ne te souviens pas très bien, dis donc. Oui, oh là là, quel mauvais assistant. En fait, à chaque fin de tour, c'est-à-dire que quand les 4 joueurs ont joué, on va faire zone par zone, donc la zone 1, la zone 2, puis la 3, etc. On va faire l'appel des majorités. Celui qui a le plus d'étages sur une zone est le majoritaire et va donc remporter 2 habitants. Cool. S'il y a égalité, comme ici, parce que le toit ne compte pas, bien sûr. Chacun 1. Voilà. Donc du coup, il y a quand même aussi une sorte de contrôle de territoire, hein, quand même. C'est une denrée assez importante. Et en plus, il y a certains objectifs de fin de partie qui sont des prises de territoire des majorités. Donc là, vous gagnez 4 points si vous avez réussi à maîtriser une des deux, ou 12 points si vous avez réussi à être majoritaire à la fin de la partie, en tout cas, sur ces 2 zones. Une fin de partie, c'est dès que quelqu'un a posé son dernier étage. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment contrôler, parce que si vous voulez, vous pouvez faire durer la partie 2 heures, hein, bien. Wow. Mais c'est une question de timing, de savoir quand c'est le moment pour vous de mettre fin à la partie et vous serez justement majoritaire pile dans les zones qu'il faut, etc. etc. Voilà, donc vraiment, c'est un peu décousu, je suis désolée, mais il y a tellement de choses à dire sur ce jeu qui est tellement complet. Vraiment, on dit bravo à Bombix qui ont réussi à toucher un nouveau public qu'ils n'avaient jamais touché, en tout cas à mon sens. C'est, je dirais, familial plus, hein. Ouais. Presque, en vrai, c'est de l'expert, je dirais. Ça peut être poussé jusqu'à de l'expert. Le repère dans l'espace, c'est pas évident au début, ouais. Mais... Une fois qu'on l'a pris en main, ça peut être très méchant, d'où le côté effectivement un peu plus joueur, quoi. Ouais, voilà. Bon, mon truc favori quand même, c'est Frida la tourgrue, parce que elle est mignonne, mais elle est vachement méchante là où elle vous impose de jouer. Hein. Frida qui est belle comme un soleil. Oh, elle est magnifique, ma petite Frida, je vais l'adopter. Bon, voilà, hein, fini de jacasser, je vous laisse tranquille, et je vous dis, à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là, Thomas? Un mur anti-bruit, Alex, on peut plus de ce mur. De ce bruit.